Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture de L'Appel de la forêt de Jack London. Voilà, je vais commencer cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Et il y a une petite note, mais une note du traducteur, qui dit « Les antiques désirs nomades secouent l'habitude et s'achènent. S'éveillant d'un sommeil maussade, l'instinct sauvage nous entraîne. » Voilà. Premier chapitre. Dans le monde des origines. Buck ne lisait pas les journaux. Sinon, il aurait su que cela risquait de barder. Pas seulement pour lui, mais pour tous les chiens de la côte, à forte musculature et à long poil chaud du détroit de Puget à San Diego. Des hommes qui cherchaient à l'aveuglette dans les ténèbres arctiques avaient découvert un métal jaune, et des compagnies de paquebots et de navigation claironnaient la trouvaille. Voilà pourquoi des milliers d'êtres humains se ruaient vers les terres du Nord. Or, ces hommes voulaient des chiens. Et ce dont ils avaient besoin, c'était de chiens robustes, avec des muscles forts pour supporter les travaux pénibles et des pelages épais pour se protéger du gel. Buck vivait dans une grande maison de la vallée ensoleillée de Santa Clara. La propriété du juge Miller, c'est ainsi qu'on l'appelait. Elle était située à l'écart de la route, à demi cachée par un rideau d'arbres laissant entrevoir la large et fraîche véranda qui en faisait tout le tour. On approchait de cette maison par des allées couvertes de gravier qui serpentaient au milieu de vastes pelouses et qu'ombrageaient les branches entrecroisées de hauts peupliers. À l'arrière, on avait même encore plus grand que sur le devant. Il y avait de spacieuses écuries où s'affairaient une douzaine de valets et de garçons, de maisonnettes alignées et couvertes de vignes réservées aux domestiques et à perte de vue, des remises bien en ordre, de grands arbres fruitiers, de verts pâturages, des vergers et des carrés de baies. Puis il y avait l'installation de pompage pour le puits artésien et la grande citerne en ciment où les fils du juge Miller plongeaient chaque matin et se tenaient au frais dans la chaleur de l'après-midi. Or, sur ce grand domaine, régnait Buck. C'est là qu'il était né et qu'il avait passé les 4 années de son existence. À vrai dire, on y trouvait d'autres chiens. Il y en avait forcément d'autres sur un si vaste espace, mais ils ne comptaient pas. Ils allaient et venaient, logeaient dans les chenils bondés, ou menaient une vie obscure dans les recoins de la maison comme Toots, le carlin japonais, ou Isabelle, la chienne mexicaine sans poil, étrange créature qu'on voyait rarement mettre le nez dehors ou marcher sur le sol. D'autre part, il y avait les fox terriers, une vingtaine au moins, qui jappaient de timides menaces à Toots et à Isabelle quand ils les regardaient par la fenêtre, protégés par une légion de femmes de chambre armées de balais et de serpillères. Mais Buck, lui, n'était ni un chien d'intérieur ni un chien de chenil. Le domaine entier lui appartenait. Il plongeait dans la citerne de bain ou partait à la chasse avec les fils du juge. Il escortait ses filles, Molly et Alice, dans leurs longues randonnées du crépuscule et du petit matin. Les soirs d'hiver, il restait couché aux pieds du juge, devant le feu de la bibliothèque qui ronflait. Il portait ses petits-fils sur son dos, ou bien les faisait rouler dans l'herbe et surveiller leurs pas. Au cours d'équipées aventureuses, il les menaçait jusqu'à la fontaine, dans la cour de l'écurie, et même au-delà, vers les paddocks et les carrés de baies. Au milieu des fox terriers, il prenait un air impérieux. Quant à Toots et à Isabelle, il les ignorait totalement, car il était roi. Roi de toutes les créatures qui marchaient, rampaient ou volaient dans la propriété du juge Miller, êtres humains incompris. Êtres humains compris. Son père, Elmo, un énorme Saint-Bernard, avait été l'inséparable compagnon du juge, et Buck semblait destiné à assumer sa succession. Il n'était pas aussi grand.
Il pesait seulement 140 livres, car il tenait aussi de sa mère, Shep, un chien berger écossais. Néanmoins, ces 140 livres, auxquels s'ajoutait la dignité liée à une vie de bien-être et à un respect général, lui permettaient d'arborer un maintien vraiment royal. Pendant les 4 années qui s'étaient écoulées depuis sa naissance, il avait vécu l'existence d'un aristocrate repu. Il se montrait très fier de lui et même un peu égocentrique, comme finissent souvent par l'être les obéros de campagne, du fait de leur situation d'isolement. Mais il avait sauvé l'honneur en ne devenant pas simplement le chouchou de la maison. La chasse et les joies familiales en plein air avaient limité son embonpoint et durci ses muscles. Et comme il appartenait à une race de bêtes qui apprécie l'eau froide, son goût des bains glacés l'avait fortifié et avait préservé sa santé. Voilà donc quel était le chien Buck à l'automne 1897, lorsque la découverte du gisement du Klondike, qui est une rivière du nord-ouest du Canada et affluent du fleuve Yukon, attira dans le nord glacé des hommes venus du monde entier. Mais Buck ne lisait pas les journaux. Et il ne savait pas non plus que Manuel, l'un des assistants du jardinier, était une fréquentation peu recommandable. Ce Manuel avait un très grand défaut. Il adorait jouer à la loterie chinoise. En outre, dans sa passion du jeu, il faisait preuve d'une très grande faiblesse. Il croyait en un système, et c'est ce qu'il condamnait irrémédiablement. Car l'utilisation d'une martingale exige de l'argent, alors que les gages d'un aide jardinier ne parviennent pas à satisfaire les besoins d'une épouse et d'une nombreuse progéniture. Le juge assistait à une réunion de l'association des producteurs de raisins secs et les garçons étaient occupés à monter un club d'athlétisme lors de cette nuit mémorable où Manuel commit sa traîtrise. Personne ne le vit sortir avec Buck par le verger. Buck croyait simplement faire une petite promenade. À l'exception d'un homme solitaire, personne ne les vit arriver à la petite halte ferroviaire connue sous le nom de College Park. Cet homme parla avec Manuel et on entendit tinter des pièces de monnaie. « Vous pourriez emballer la marchandise avant de la livrer », déclara l'étranger d'un ton bourru. Et Manuel, avec une grosse corde, fit un double tour au cou de Buck, en dessous du collier. « Tordez-la, ça suffira à l'étrangler, » dit Manuel, et l'étranger approuva en grommelant. Buck avait accepté la corde avec une dignité tranquille. À coup sûr, c'était un événement inhabituel. Mais il avait appris à faire confiance aux hommes qu'il connaissait et à leur reconnaître une sagesse supérieure à la sienne. Mais quand l'extrémité de cette corde se retrouva dans les mains de l'étranger, il se mit à pousser des grognements menaçants. Il avait simplement manifesté son mécontentement car il croyait dans son orgueil qu'il suffisait de le manifester pour être obéi. Mais à sa grande surprise, la corde se resserra autour de son cou et lui coupa le souffle. Pris d'une rage subite, il se jeta sur l'homme, qu'il arrêta dans son élan, le saisit près de la gorge et d'une torsion à droite, le renversa sur le dos. Alors la corde se resserra encore, plus impitoyablement. Buck, furieux, avait beau se débattre, sa langue pendait et sa vaste poitrine haletait en vain. Jamais au cours de sa vie, il n'avait été traité d'une manière aussi ignoble. Et jamais non plus, il n'avait été aussi en colère. Mais ses forces déclinèrent. Ses yeux devinrent vitreux et il avait perdu conscience quand le train s'arrêta au signal des 2 hommes qui le jetèrent dans le fourgon à bagages. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se rendit vaguement compte que sa langue lui faisait mal et qu'il se faisait secouer dans une espèce de véhicule. Le hurlement rauque de la locomotive, donnant un coup de sifflet à un passage à niveau, lui apprit où il était.
Il avait voyagé trop souvent avec le juge pour ne pas reconnaître les sensations que l'on éprouve en circulant dans un fourgon à bagages. Il ouvrit des yeux où l'on aurait pu lire la colère irrépressible d'un roi victime d'un kidnapping. L'homme lui sauta à la gorge, mais Buck se montra trop rapide pour lui. Ses mâchoires se refermèrent sur sa main, et leur étreinte ne se relâcha pas avant qu'il eût une fois de plus perdu conscience. « Ouais, il a ses crises », fit l'homme, en cachant sa main estropiée au bagagiste, attiré par les bruits de lutte. « Je le monte à Frisco pour le patron. Il y a là-bas un veto de première qui pense pouvoir le guérir. » À propos de cette nuit de voyage, l'homme plaida sa cause avec des trésors d'éloquence. Dans une petite cabane située à l'arrière d'un saloon, sur le front de mer de San Francisco. « Je touche 50 pour ça, rien de plus, » bougonna-t-il. « Et je recommencerai pas pour 1000, payez comptant. » Il tenait sa main enveloppée dans un mouchoir sanguinolent. Et la jambe droite de son pantalon était déchirée du genou à la cheville. « Combien il a touché, l'autre voyou ?» demanda le patron. « 100, répondit-il. « Il voulait pas un sou de moins, je te jure. »« Ça fait 150, calcula le patron. Et il les vaut ou alors je suis un imbécile. » Le ravisseur défit le pansement ensanglanté et regarda sa main lacérée. « Si j'attrape pas la rage. »« C'est que t'es bon pour la potence, » ricana le patron. « Allez, donne-moi un coup de main avant de partir, ajouta-t-il. Hébété, endurant des souffrances intolérables à la gorge et à la langue, à moitié étouffé, Buck tenta de faire face à ses tortionnaires. Mais à chaque fois, il fut jeté à terre et étranglé. Jusqu'à ce qu'il réussisse à limer le lourd collier de cuivre et à l'ôter de son cou. Alors, on lui enleva sa corde et on le jeta dans une caisse qui ressemblait à une cage. C'est là qu'il resta étendu tout le reste de cette nuit épuisante, à ruminer son courroux et son orgueil blessé. Il ne pouvait comprendre ce que tout cela signifiait. Que voulait-il de lui, ces hommes bizarres ? Pourquoi le gardait-il enfermé dans cette caisse étroite ? Il ne savait pourquoi, mais il se sentait vaguement oppressé par le sentiment d'un désastre imminent. Plusieurs fois au cours de la nuit, il bondit sur ses pattes quand la porte de la cabane s'ouvrait bruyamment. Il espérait voir arriver le juge, ou du moins ses fils. Mais chaque fois, ce fut le visage bouffi du patron qui le regardait à la lueur blafarde d'une chandelle. À chaque fois, l'aboiement joyeux qui tremblait dans la gorge de Buck se transforma en grognement sauvage. Enfin, le patron du bar le laissa seul, et au matin, 4 hommes entrèrent et soulevèrent la caisse. De nouveaux persécuteurs, songea Buck, car c'étaient des individus patibulaires, vêtus de haillons et tout débraillés. Et il fulmina de rage contre eux à travers les barreaux. Ils se contentèrent de rire et de l'agacer avec des bâtons qu'il attaqua aussitôt avec ses dents, jusqu'au moment où il se rendit compte que c'était ce qu'il souhaitait. Alors il se coucha d'un air maussade, ce qui permit de hisser la caisse sur une charrette. Puis dans cette caisse, qui le retenait prisonnier, il passa par de nombreuses mains. Des employés dans le bureau d'une compagnie le prirent en charge. On le transféra sur une autre charrette. Un camion le mena, accompagné d'un assortiment de boîtes et de colis, sur un ferry à vapeur. Il fut encore conduit en camion de ce ferry jusqu'à un grand dépôt ferroviaire et finalement installé dans un fourgon express. Pendant 2 jours et 2 nuits, ce fourgon fut tiré par des locomotives hurlantes. Et pendant ces 2 jours et ces 2 nuits, Buck ne mangea ni ne but. Dans sa colère, il avait accueilli les premières avances des employés de l'Express avec des grognements. Et il s'était vengé par des taquineries. Quand il se jetait contre les barreaux, frémissant et écumant, il se moquait de lui et l'accablait de railleries. Il grognait et aboyait comme des chiens méchants, miaulait, battait des bras ou poussait des cocoricots. Tout cela était complètement stupide. Il le savait.
Mais plus sa dignité subissait d'outrage, plus sa colère augmentait. La faim ne le gênait pas trop, mais la soif le faisait cruellement souffrir et mettait le comble à sa fureur. D'ailleurs, comme il était très nerveux et d'une sensibilité délicate, les mauvais traitements l'avaient mis dans un état fiévreux qu'entretenait l'inflammation de sa gorge et de sa langue desséchée et gonflée. Il n'avait qu'un motif de satisfaction. On avait enlevé la corde de son cou. Elle leur avait donné, sur lui, un avantage déloyal. Mais maintenant qu'il ne l'avait plus, il allait leur faire voir. Plus jamais il ne lui passerait une corde au cou, une autre corde autour du cou. Sur ce point, il se montrait résolu. Pendant ces 2 jours et ces 2 nuits de torture où il ne mangea ni ne but, il accumula une réserve d'agressivité qui était de mauvais augure pour le premier qui lui chercherait querelle. Ses yeux s'injectaient de sang, et il se métamorphosait en monstre enragé. Il avait tellement changé que le juge lui-même ne l'aurait pas reconnu. Et les employés de l'Express respirèrent de soulagement lorsqu'ils le firent descendre du train à Seattle. 4 hommes sortirent la caisse de la charrette et la transportèrent avec précaution dans une petite cour retirée qu'entouraient de hauts murs. Un individu corpulent, vêtu d'un gilet rouge, très échancré au niveau du cou, apparut et signa le registre pour le conducteur. « Voilà l'homme », devina Buck. « Le prochain persécuteur. » Et il se rua sauvagement contre les barreaux. Cet homme, avec un sourire sardonique, apporta une hachette et un gourdin. « Tu vas pas le faire sortir maintenant ?» demanda le conducteur. « Sûr que si », répliqua l'homme, qui introduisit la hachette dans la caisse en lui imprimant un mouvement de levier. Les 4 individus qui avaient assuré le transport se dispersèrent instantanément, se perchèrent au sommet du mur pour se mettre en sécurité, puis se disposèrent à regarder le spectacle. Buck se précipita sur le bois qui volait en éclats, y enfonça les crocs, se rua comme s'il luttait contre lui. Partout où la hachette frappait à l'extérieur, il se trouva là, à l'intérieur, grognant et montrant les dents. Il était plein de fureur et manifestait autant d'impatience à sortir que l'homme au gilet rouge montrait de calme et de détermination pour l'y autoriser. « Eh bien, diable aux yeux rouges !» déclara-t-il quand il eut ménagé une ouverture suffisante pour laisser s'échapper Buck. Au même instant, il laissa tomber la hachette et fit passer le gourdin dans sa main droite. Et véritablement, Buck était un démon aux yeux rouges. Il se ramassa sur lui-même pour bondir, le poil hérissé, la gueule écumante, un éclair de folie dans ses yeux injectés de sang. Il lança, droit sur l'homme, ses 140 livres de fureur. Multiplié par la colère contenue de 2 jours et de 2 nuits. Mais en plein élan, juste au moment où ses mâchoires allaient se refermer sur lui, il reçut un choc qui l'immobilisa et fit s'entrechoquer ses dents dans un spasme atroce. Il tournoya sur lui-même et se retrouva à terre, sur le dos. Jamais au cours de sa vie, il n'avait été frappé par un gourdin. Et il ne comprenait pas. Avec un grondement féroce qui tenait de l'aboiement et plus encore du cri, il se remit sur ses pattes et se projeta en avant. De nouveau, ce fut le choc. Et il alla s'écraser au sol. Cette fois-ci, il se rendit compte que c'était le gourdin. Mais sa fureur ne connaissait aucune prudence. Il chargea une 12aine de fois et à chacune, le gourdin brisa l'assaut et le renversa. Après un coup particulièrement violent, il se traîna sur ses pattes, trop abasourdi pour bondir encore. Il titubait, boitait. Du sang coulait de son nez, de sa gueule, de ses oreilles. Son beau poil était éclaboussé et taché de bave sanglante. Alors l'homme s'avança et lui assena volontairement un coup effroyable sur le museau.
Toutes les souffrances qu'il avait endurées n'étaient rien, comparées à cette torture aiguë. Avec un rugissement si féroce qu'on l'aurait presque cru poussé par un lion, il se jeta de nouveau sur l'homme. Mais lui, faisant passer le gourdin de sa main droite à sa main gauche, l'attrapa calmement par la mâchoire inférieure, qu'il tira avec violence à la fois vers le bas et vers l'arrière. Buck effectua un tour complet dans les airs, puis encore un demi-tour et s'écrasa au sol sur la tête et la poitrine. Pour la dernière fois, il s'élança. L'homme donna alors le coup astucieux qu'il avait retenu exprès pendant tout ce temps, et Buck s'effondra pour de bon, assommé, totalement sans connaissance. C'est pas un empoté pour mater un chien. Voilà ce que j'en dis, s'écria un des hommes perchés sur le mur d'une voix enthousiaste. J'aimerais mieux mater des canassons sauvages tous les jours et 2 fois le dimanche, répliqua le conducteur, tout en grimpant sur la charrette et en faisant partir les chevaux. Buck reprit ses esprits, mais sa force l'avait abandonné. Il restait étendu là où il était tombé, et il observait l'homme au gilet rouge. Il répond au nom de Buck. L'homme parlait tout seul, répétant ce qu'il lisait dans la lettre du patron du saloon, qui lui annonçait l'envoi de la caisse et son contenu. « Eh bien, Buck, mon garçon, poursuivit-il d'une voix douce, nous avons eu notre petite dispute. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est d'en plus parler. Tu as appris à tenir ta place et je connais la mienne. Si tu es un bon chien, tout ira bien et ce sera le meilleur des mondes. Si tu fais le vilain, je te mettrai encore une bonne raclée. Compris ? » Tout en parlant, il caressait sans crainte cette tête qu'il avait frappée de façon si impitoyable. Le poil de Buck se hérissait involontairement au contact de cette main, mais il le supporta sans protester. Quand l'homme lui apporta de l'eau, il la but avec avidité. Plus tard, il avala même dans sa main un copieux repas de viande crue, morceau après morceau. Il était battu, il le savait, mais il n'était pas brisé. Il sut une fois pour toutes qu'il n'avait aucune chance contre un homme armé d'un gourdin. Il avait appris la leçon et de toute sa vie ultérieure, il ne l'oublia jamais. Ce gourdin fut une révélation. Il constituait son premier contact avec la loi des origines. Et ce contact avait eu lieu à mi-vie. La réalité de l'existence lui apparut sous un jour plus féroce. Mais il l'affrontait sans se laisser intimider. Et toute la ruse latente de sa nature se réveillait. Les jours passaient. D'autres chiens arrivaient dans des cages ou tirés par des cordes. Certains se laissaient docilement conduire, d'autres hurlaient de rage comme lui. Et l'un après l'autre, il les regardait se soumettre à la domination de l'homme au gilet rouge. À chaque nouvelle fois qu'il assistait à l'un de ces spectacles brutaux, la leçon se gravait dans l'esprit de Buck. Un homme, armé d'un gourdin, faisait la loi. C'était un maître auquel on devait obéir, mais sans forcément faire preuve de servilité. De ce défaut-là, Buck ne se rendit jamais coupable. Alors qu'il voyait des chiens battus faire fête à l'homme, remuer la queue et lécher sa main. Il vit aussi un chien qui ne voulait ni se soumettre, ni obéir, et qui fut finalement mis à mort dans son combat pour la suprématie. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.